Dans les titres de ce 13h, les acteurs de la filière anacarde du Bénin au sein d'une même profession ou alors interprofession mise en place ce jeudi 10 octobre à la faveur d'une assise déroulée à Cotonou. La rencontre a connu la présence du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi Dossoui. Le point de cette rencontre est à suivre en début de ce 13h. Pendant ce temps, descente de Inoussa Zimbechabi, le maire de Parakou, à l'orphelinat Saint-Jean-Eudes de Guéman. L'autorité a rendu visite aux pensionnaires de ce centre, les bras chargés de kits de fourniture scolaire. Objectif, permettre aux bénéficiaires de participer aux activités pédagogiques dans des conditions requises. Reportage à suivre. Et puis, nous nous rendrons dans des salles de jeu. La fréquentation des salles de jeu, communément appelées PlayStation par les élèves, le phénomène semble avoir la peau dure et perturbe les rendements scolaires. Vous suivrez le reportage que la rédaction vous propose à ce sujet. À suivre bien d'autres informations. Les nouvelles sportives, celles d'Afrique, la revue de presse hebdomadaire. C'est la charpente de cette édition. Bonjour à tous et bienvenue dans la Fraternité Midi Magazine. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Son nom, c'est Lydie Meou. C'est elle qui assure la mise en onde de cette édition. Titre, je l'annonçais. La filière anacarde dispose désormais d'une interprofession. Elle a été mise sur pied ce jeudi 10 octobre à travers une assemblée générale ordinaire et extraordinaire tenue dans la salle de conférence de la direction de l'élevage à Cotonou. Ces assises ont réuni les producteurs, les transformateurs, la ministre de l'Industrie et du Commerce et son homologue de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. À l'ouverture des travaux, le président de la Chambre nationale d'agriculture est revenu sur le bien fondé de l'assise. On écoute Imali Herman Djetta. Pendant 2 lignes tout entier, le Comité national d'orientation a travaillé. Et vous imaginez donc ma joie de voir se tenir effectivement, comme prévu, l'Assemblée générale de l'IFA. C'est pour tous les acteurs de la filière anacarde un succès et une victoire. Je voudrais rendre hommage à l'ensemble des acteurs de l'interprofession de la filière anacarde pour leur mérite, leur sacrifice et leurs endurances dans la promotion et la sauvegarde de la filière anacarde. Malgré les difficultés et les incohérences qui ont jalonné le passé de cette filière, vous avez été combatifs et engagés. Que votre bravoure serve d'exemple aux générations montantes et aux membres des différents organes qui gouverneront l'IFA rénové en renaissance. Je vous invite donc à garder le même sens de responsabilité au cours de la présente AG. En effet, j'en appelle ici à votre sens de respect réciproque pour des assises dont les décisions seront consensuelles, légales et légitimes. À travers la mise en place de cette interprofession, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre sur la filière anacarde au Bénin. Une dynamique saluée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Gaston Kossi Dossoui a mis l'accent sur la synergie d'action qui doit désormais rayer entre tous les acteurs afin d'arriver à un idéal commun. Extrait de ses propos. Le cajou est capable de réussir là où la politique a échoué en réunissant les forces pour tout idéal de développement. Je voudrais simplement qu'on comprenne que c'est terminé l'époque de dire il y a quelqu'un qui va faire notre bonheur. Personne ne fera le bonheur de l'autre aussi facilement. C'est nous-mêmes qui allons faire notre propre bonheur. Ce qui ne va pas pour nous, c'est nous-mêmes qui allons identifier, poser notre diagnostic et peut-être commencer par résoudre et demander appui. Mais demander qu'on vienne résoudre nos problèmes, ça ne s'est passé nulle part. Ce faisant, sur l'objet qui nous réunit aujourd'hui, nous avons parfois mal identifié là où se trouvent nos forces. Sur le cajou particulièrement, qu'avons-nous à faire? C'est d'abord produire le cajou, planter, entretenir les plantations. Et lorsqu'elles ont pris de l'âge, faire des entretiens systématiques pour permettre à chaque plante de donner un maximum de production.
À son tour, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadia Alimatou Assouma, a salué l'implication des acteurs de la filière Anacad pour la réussite de la chose commune. Elle a transmis les remerciements du gouvernement pour avoir respecté la mesure d'interdiction d'exportation des noix brutes de cajou, gage selon elle de l'intérêt qu'il porte bien entendu aux actions de l'exécutif dans la création d'emplois. Extrait des propos de la ministre Sadia Alimatou Assouma. Mes chers consommateurs, je crois que ce jour est affecté en tout cas pour l'industrie et je vous remercie une fois de plus pour votre patriotisme parce que plusieurs fois, si vous m'aviez dit j'abandonne, je vous aurais compris. Vous n'avez pas de matière première. Vous devez rembourser les crédits de vos installations qui ont coûté des milliards. Je voudrais vous réitérer ici les remerciements du gouvernement pour votre patriotisme. Parce que derrière, nous avons des jeunes qui travaillent dans ces usines-là. Vous n'avez jamais abandonné parce que vous avez cru au programme d'action du gouvernement. Vous avez cru en ces réformes sous le leadership du président de la République qui nous a rejetés, qui nous a dit nous allons y arriver. Et vous savez que quand il dit on y arrive. Merci pour la confiance réitérée. Puisque depuis le 1er avril 2024, il est interdit d'exporter des noix brutes. Et vous avez cru en cela, vous avez pris vos dispositions. Mais hélas. Il faut rappeler qu'à l'issue des travaux, c'est Léopold Lokossou qui a été choisi pour prendre la présidence de l'interprofession de la filière Anacad, IFA en abrégé. Avec cette nouvelle structure mise en place, acteurs de la filière Anacad sont désormais prêts à signer un accord cadre avec le gouvernement en vue de dynamiser davantage ce secteur clé pour le Bénin. On reste dans le même secteur pour dire que plus aucun jour de plus bien entendu, ne sera accordé à compter du 31 décembre prochain. L'importation d'œufs de table et de poulets congelés ne sera plus chose possible en République du Bénin. Cette mesure annoncée depuis le 17 avril 2023 par le ministre de l'Agriculture Gaston Kossi-Dossoui va effectivement entrer en vigueur dans un peu moins de 3 mois. Et la bonne nouvelle est que les acteurs de l'élevage s'apprêtent déjà sur le terrain à faire face à cette nouvelle politique protectionniste. Ainsi, bien du côté du gouvernement que des organisations professionnelles d'aviculteurs, les petits plats sont mis dans les grands pour être au rendez-vous. C'est ce que confirme ici Israël Doko, il est consultant en élevage. Les préparatifs vont bon train sur le terrain et au niveau du gouvernement, ça se répète chaque fois. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le ministre Dossoui, l'a répété lors de son passage sur les antennes de l'ORTB pour les 8 ans d'action du gouvernement. En 2024, les vannes seront fermées. Fin 2024, début 2025. On a cette assurance que le politique est en train de jouer son rôle. Parce qu'il s'agit de ça. Il faut que le secteur soit assaini, que le marché soit présent. Et ça, c'est le rôle du politique. On est rassuré que cela se fera. Alors, du côté des éleveurs, les acteurs même, les préparatifs évoluent également. Qui pour remettre sur pied les fermes, qui pour se faire former, se faire recycler, pour être apte à produire les poulets de chair. Du côté des organisations professionnelles aussi, et le remue-ménage, tout le monde se prépare activement pour booster la production de poulets de chair et suppléer à l'arrêt des importations de poulets congelés en République du Bénin. Les préparatifs se traduisent sur le plan pratique par la disponibilité des poussins, les camions frigorifiques qui s'occupent de la distribution de ces poussins ainsi que de la provenderie. Ce qui fait dire à Israël Doko que le pari du 31 décembre 2024 sera tenu. On écoute le consultant en élevage. Je pense qu'on va tenir parce qu'il s'agit d'un animal à cycle court. Le poulet de chair, c'est 6 semaines. Donc, ça va très vite. Je pense que par rapport au chronogramme, on n'est pas encore en retard. Ça, c'est par rapport à l'animal. Et maintenant, par rapport à la logistique, tout autour, des couvoirs qui doivent fournir les poussins d'un jour sont en train d'être finalisés. Les bâtiments sont montés, les reproducteurs sont en cours d'acquisition et la logistique par rapport aux camions frigorifiques qui doivent distribuer ces poussins au niveau des fermes d'élevage, tout ça est pratiquement prêt déjà. Les provenderies qui doivent servir l'aliment,
ça existait déjà. Il suffit juste de faire quelques réaménagements par rapport à l'alimentation des poulets de chair. Ils sont en train et nous savons, les poulets c'est le maïs, c'est le soja. Nous sommes un pays producteur de maïs et de soja. Il y a cette disponibilité-là. Donc je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter. On change de registre dans ce 13h. L'ouvrage de franchissement qui relie le quartier Sokounon à celui de Koroborou dans le 2e arrondissement de la ville de Parakou est dans un état de dégradation très prononcé et pourrait céder si rien n'est fait. Constat fait par une équipe de la rédaction. Les eaux de pluie ont causé de larges crevasses autour de l'infrastructure. Usagers et riverains s'en inquiètent. Quelques citoyens rencontrés à cet effet décrivent l'état de cet ouvrage de franchissement. Je suis dans le quartier ici près de 5 ans. C'est toujours le même scénario. La saison pluvieuse, le pont est toujours dégradé. Vous voyez vous-même les trous et les risques de noyade. Quand il pleut, il n'y a plus le passage. Les voitures ne passent plus, les motos ne passent plus. Et chaque année, on reprend le pont, on essaie de bricoler. Mais quand il pleut, c'est toujours la même chose, quoi. Je suis ici depuis près de 5 ans, mais rien n'a changé. Quand il pleut, nos enfants n'arrivent même pas à aller au cours. Quand il pleut les matins, on est obligé d'attendre. Et quand l'eau finit d'abord, avant que chacun va à ses occupations. C'est vraiment déplorable. Depuis que la pluie a commencé, c'est vraiment dégradé. Et si tu ne sais pas même, tu peux tomber dedans la nuit. La voie là, c'est trop quoi. La pluie là, que ça continue, la voie là-bas en 2 quoi, ne peut pas passer. Toute inaction pourrait conduire à une dégradation totale de cet ouvrage, préviennent ses usagers. En dehors de cet ouvrage dégradé, la route est presque aussi impraticable, ajoutent ces derniers. Et face à cette situation, ils plaident pour une intervention rapide des autorités compétentes. On les écoute. Nous demandons encore une fois aux autorités de penser à nous, de penser au pont de Sokounon. Parce que le pont, chaque année, ça se reprend. Et voilà ce qu'on vit toujours. Donc, ce que nous voulons quelque chose de potable, une fois pour de bon, pour ne plus subir ça, quoi. Je les exhorte à aussi nous aider à réparer ça. Comme ça serait très bien et ça va nous aider aussi. Ce qui concerne la voie, c'est pas du tout bien quand même. Tout est dégradé sur la voie. On veut que les autorités viennent en aide. 13h passées, bientôt de 13 minutes. En titre, je l'annonçais, des dons de fournitures scolaires au profit des pensionnaires de l'orphelinat Saint-Jean-Eudes de Guéman. C'est l'œuvre du maire Inoussa Chabizime, maire de la ville de Parakou. La cérémonie de remise de ces fournitures a eu lieu ce vendredi 11 octobre au siège de l'orphelinat 6 au quartier Guéman dans le 3e arrondissement. Karine Diagui y était. Suivez son reportage. Des fournitures scolaires offertes gracieusement aux pensionnaires de l'orphelinat Saint-Jean-Eudes de Parakou, c'est le geste de la première autorité de la cité des Koboro. À travers une cérémonie qui s'est déroulée ce vendredi, Inoussa Chabizime a fait parler son cœur en mettant à la disposition des pensionnaires de cet orphelinat des kits scolaires composés de cahiers, stylos, sacs et bien d'autres. Un geste qui témoigne une fois encore de la volonté du maire de Parakou de promouvoir l'éducation à la base. Chacun d'entre nous a un potentiel orphelin. Et comme on ne peut pas être heureux tout seul, à chaque fois que le Seigneur m'accorde une opportunité de tendre la main à l'autre, je n'hésite pas à le faire. Monsieur le fondé, j'ai pensé que ces petits-enfants qui sont avec vous, vous en faites déjà. Et certains vous accompagnent. J'ai décidé pour cette rentrée scolaire, pour le peu que nous avons pu obtenir, venir partager avec ces enfants en leur attribuant quelques fournitures scolaires pour les accompagner à traverser cette année scolaire paisiblement. Occasion pour Justin Zosombo, promoteur de l'orphelinat Saint-Jean-Eudes, de faire une brève historique de son établissement. Nous avons créé cet orphelinat parce que nous avons compris que nul ne peut être heureux tout seul. Et à notre arrivée à Parakou, nous avons rencontré une misère, celle des enfants dits sorciers. Notre réaction, ce n'est pas seulement de dire, de conscientiser. Nous avons, entre nous, en famille, pensé qu'il faut leur proposer quelque chose. C'est pour cela que nous avons commencé par accueillir ces enfants. Les bénéficiaires expriment leur joie de recevoir ce don de la part de l'autorité municipale et ils promettent en faire bon usage afin de donner de bons résultats à la fin de l'année scolaire.
Alice Sarregui, directrice de l'orphelinat, et Bénédicte Boubacar, porte-parole des bénéficiaires. C'est un honneur et une joie, surtout pour moi et pour tout le centre, de recevoir le maire dans nos locaux et aussi venir avec les mains chargées. Pas seulement à cause des dons, mais surtout aussi de l'amour qu'il a témoigné envers ses enfants en leur disant qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a des gens qui pensent à eux. Je suis vraiment très heureuse de recevoir Monsieur le maire chez nous aujourd'hui à l'orphelinat Saint-Jean-Eudes. Nous lui promettons de très bien travailler à l'école, d'être des leaders et de devenir des cadres de demain. La cérémonie s'est achevée par une visite guidée dans les salles de classe des pensionnaires. 75% de taux de réussite au titre de l'année scolaire 2024-2025. Ce sont les ambitions des responsables du collège d'enseignement général de Komiguia dans la commune de Ndali au terme de l'année scolaire en cours. Selon Abdelkader Nasser Soumanou, le personnel enseignant et les autres acteurs sont mobilisés et sensibilisés suffisamment pour l'atteinte de cet objectif. Le directeur du CG Komiguia précise que cette année scolaire est placée sous le signe du succès et cette année a démarré depuis le 16 septembre dernier suivant les instructions du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Écoutons pour plus de précision Abdelkader Nasser Soumanou, il est le directeur du CG Komiguia. La rentrée a effectivement démarré à Komiguia le lundi 16 septembre 2024, comme partout ailleurs au Bénin. Tous les professeurs qui avaient cours ce jour-là ont répondu présents, même avant 7 heures. Mais il n'y avait pas une grande affluence au niveau des apprenants, si bien que dans certaines salles de classe, on pouvait voir 2 ou 3 élèves, vous voyez. Donc j'ai demandé néanmoins aux enseignants de démarrer quand même les cours. De toutes les façons, les apprenants viendront. Progressivement donc, les effectifs sont acceptables dans toutes les classes. Nous avons placé, mes collaborateurs et moi, cette année scolaire sous le signe du succès. Donc nous nous sommes fixés comme objectif d'atteindre comme taux global de réussite au niveau du collège 75%. D'accord. Il en est de même pour le BPC et le baccalauréat. 75%. C'est ce que nous avons retenu. Alors, on a mis en place des stratégies pour pouvoir atteindre, n'est-ce pas, ce taux-là. Donc chaque AE et chaque PP a eu assigné à mon niveau un contrat d'objectif en fonction de la lettre de mission à nous assignée par le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Le directeur du CG Komiguia est aussi revenu sur les absences répétées et souvent longues des apprenants dans son établissement. Sur le sujet, Abdelkader Nasser Soumanou pense qu'il revient aux parents de jouer leur partition pour inverser la tendance. On écoute le directeur du CG Komiguia pour plus de détails. Qu'au niveau de nos candidats au BPC et au baccalauréat, nous ne manquons pas d'intensifier, n'est-ce pas, nos sensibilisations égards. Nous leur demandons de se constituer en groupe, n'est-ce pas, de travail, de ne pas se conformer seulement, se concentrer seulement sur ce qu'ils ont reçu en classe. Ils doivent pouvoir réfléchir en dehors des heures de cours. Ils doivent pouvoir s'organiser, n'est-ce pas, pour reprendre d'une manière ou d'une autre ce qu'ils ont vu en classe. Bon, en dehors de cela, dès janvier déjà, nous envisageons démarrer avec des séances de renforcement, les intensifier progressivement au fur et à mesure que les moyens le permettront. Nous comptons, n'est-ce pas, aborder un certain nombre de partenaires, n'est-ce pas, au niveau de Komiguia et même en dehors de Komiguia, pour, n'est-ce pas, implorer leur clémence par rapport à cette activité de renforcement. On a besoin réellement d'appui financier et ou matériel. Toujours au chapitre éducation, le danger lié à la traversée de la route par les écoliers et élèves en pleine année scolaire préoccupe les parents à chaque année. Le constat reste le même sur toute l'étendue du territoire béninois. C'est le constat fait par notre correspondant à Cotonou. Les enfants dont les écoles et les domiciles sont séparés par la route nationale inter-État souffrent le matin pour passer de l'autre côté de la voie. C'est aussi le même constat au niveau des écoles qui sont installées aux abords ou dans les encablures des nouvelles voies asphaltées dans les agglomérations. Pour traverser, les écoliers rencontrent d'énormes difficultés. On écoute à ce sujet Bernard Agbakou, il est promoteur d'auto-école. Il est au micro de Aristide Kanoussou. Komiguia est situé dans une zone périphérique. Certains élèves se croient toujours en vacances. Que les élèves peuvent rencontrer sur la route au Bénin
pour traverser la voie est lié au non-respect de nos usagers sur nos routes. Il y a des espaces, il y a des parties, des endroits dédiés pour la traversée des piétons. Mais nous constatons généralement avec certains conducteurs de la route qui ne veulent pas laisser passer nos élèves. Il y a aussi le manque d'information, c'est-à-dire en temps normal, un élève est censé aussi connaître les b.a.-ba du code de la route. La difficulté s'observe aussi de la part de certaines écoles, le fait de ne pas trouver les agents qui aident ces enfants à traverser la route. L'absence des facilitateurs au bord des routes qui ont notamment une circulation dense est un grand problème à Cotonou. Alerté, le Centre national de sécurité routière insiste sur la responsabilité des élus locaux en collaboration avec les écoles qui sont près de la route pour trouver des facilitateurs afin d'aider les enfants à traverser aisément. Par ailleurs, le centre explique avoir intégré un programme de sensibilisation dans son plan d'action afin de contribuer à raisonner les usagers de la route sur le respect de la vie des apprenants. On écoute à ce sujet Georges Anagonu, il est le chef du service communication et coopération au Centre national de sécurité routière, CNSR, pour plus de précision. Nous avons une campagne qu'on appelle Vers l'école, qui nous permettent d'actionner tous les points qui nous permettent d'attirer l'attention des parents, d'attirer l'attention des usagers de la route, surtout les conducteurs, que ce soit 2 roues ou 4 roues ou plus, sur le fait que nos enfants vont encore se mettre sur la route pour aller à l'école et par conséquent, il faudrait les protéger. Cette campagne, nous l'avons lancée à Boycon et ça a été fait par le directeur lui-même, où nous avons rassemblé les acteurs, les parents d'élèves, les conducteurs, les émis, les chauffeurs, les cadres ou plus, pour leur rappeler que, une fois encore, nos enfants commencent l'école et que nous devons tout faire pour les protéger. Ça passe aussi surtout par les facilitateurs. Mais à ce niveau, nous avons un problème, c'est que les facilitateurs doivent être pris en compte par les élus locaux ou les autorités locales sur les territoires desquels se trouvent ces écoles-là, pour qu'on puisse aider les enfants à la traverser. C'est ce que nous-mêmes nous avons fait et ça va se faire sur tout le territoire national au niveau de toutes nos structures. Nous les avons actionnées déjà pour que cette campagne puisse se faire. Rappelons que les usagers doivent respecter le code de la route, mais aussi veiller à la fonctionnalité des signalisations. Les parents ont aussi la responsabilité d'apprendre aux enfants que la voie n'est pas un lieu de fantaisie ou de distraction, a relevé un enseignant. Je l'annonçais aussi dans les titres. Chaque année, c'est un constat qui revient. À peine l'année scolaire 2024-2025 a-t-elle démarré que certains apprenants fréquentent déjà les salles de jeu dans la ville de Parakou. Dans plusieurs salles parcourues, la majorité des visiteurs sont des apprenants. Ils viennent parfois, bien entendu, pour se distraire d'établissement face à ce phénomène. Élément de réponse dans ce reportage que nous propose la rédaction. À peine la rentrée scolaire a-t-elle démarré que les apprenants des lycées et collèges fréquentent déjà les salles de jeu pendant les heures de cours. Dans ces salles de jeu sillonnées à travers la ville de Parakou, les visiteurs sont en grande majorité des élèves. Ils y viennent pendant leurs heures creuses pour se distraire ou parfois lorsqu'ils arrivent en retard et que le portail de leur établissement est fermé. Pierre et Nestor, tous deux élèves en classe de terminale, en témoignent. Quand j'ai pas cours, quand je n'ai pas un job à faire, je viens ici. Avec mon ami, on a l'habitude de se lancer des défis. Donc quand je viens se défier à la salle de jeu, c'est pas le seul jeu que je fais pour me distraire. Il y a le football même réel quoi. La station, je fais aussi du roller. Donc j'aime beaucoup le jeu. Je fais tout pour me, ça n'a pas de répercussion. L'important c'est de ne pas être accro. Moi personnellement c'est l'amour du foot. J'aime trop le jeu de foot. Et lorsque je suis fini d'apprendre, parce qu'il ne faut pas chaque fois se concentrer sur son cahier aussi, il faut se distraire, c'est la PlayStation. Puisque moi c'est, en tout cas, bon, ça me donne la joie. Et c'est cette joie-là, puisque certains trouvent les manières de se divertir, pour moi c'est dans la salle de jeu, pas les jeux d'aventure, mais le football. Puisque ça me donne la joie que quand j'ai fini d'apprendre une manière de m'évader, c'est le foot. Jeune homme,
Écoutez-moi, ma chanson s'adresse à toi. Qu'est-ce que tu fais? Inconscience totale. Tu vas voler l'argent de ton papa pour venir faire dodo au collège. Pourtant, ces activités ludiques auxquelles s'adonnent ces élèves pourraient détourner leur attention des études. Des impacts négatifs peuvent se faire ressentir sur le rendement scolaire. À la fin de l'année, fait remarquer Stani Aloukoutou, surveillant général du lycée Mathieu Bouquet de Parakou. L'enfant qui va vers la salle de jeu focalise plus son attention sur son apprentissage. L'attention désormais orientée sur le jeu. Il se concentre, il devient passionné du jeu. Forcément, ça joue sur son travail et son rendement. Ce phénomène-là est beaucoup plus observé au niveau des plus petits, c'est-à-dire 6e en 4e surtout, parce que l'élève de 3e, avec la pression qu'il a là, il n'a pas beaucoup de temps pour aller se donner au jeu, normalement. Quelques rares élèves du second cycle, en seconde et première, ça donne aussi à ces jeux-là, aux alentours des collèges. Donc ce n'est pas une bonne chose. Et comme on l'a dit, puisque ça influe sur leur rendement. Mais que faut-il faire pour redresser la situation? Nous, on a déjà mené des luttes un peu contre, mais nos moyens sont limités. C'est aux autorités de prendre le taureau par les cornes, le commissariat et consorts, la mairie en tout cas. Surtout, parce que c'est la police qui est autorisée à faire déguerpir les promoteurs de salles de jeu ou bien d'objets de jeu aux abords des collèges, travaillant à la concentration des enfants. Ils sont beaucoup plus plus passionnés par le jeu. En dehors des responsables des établissements, les parents d'élèves ont également un rôle crucial à jouer dans cette lutte. Ils en sont d'ailleurs conscients. C'est le cas d'Ibrahim, parent d'élèves. Face à cette situation, je pense que le rôle revient aux parents. Parce que c'est les parents qui sont les éducateurs de ces enfants-là. Parce que les enfants ont un temps d'école et un temps à la maison. Et pour les amener à l'école, normalement, c'est les parents qui doivent s'assurer que les enfants soient effectivement dans l'établissement. Par exemple, si je prends mon cas, c'est moi-même qui amène mes enfants à l'école. Donc je me rassure, je les amène, je les fais entrer dans le collège. Et à la sortie, je les cherche. Je pense que le rôle à ce niveau-là revient aux parents. Donc c'est les parents qui doivent être plus responsables et suivre correctement ces enfants-là. Un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne 10 victoires égaux. Il urge que les acteurs précédemment cités unissent leurs efforts pour lutter efficacement contre le fléau. L'avenir des apprenants en dépend. Allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple. Allez à l'école pour votre avenir. Un tour sur le continent et on démarre tout de suite par le Niger où on parle de plus de 900 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits qui sont détruits. Effectivement, les autorités nigériennes, notamment celles de la région de Niamey, ont procédé à l'incinération de 915 tonnes de produits pharmaceutiques importés illégalement ainsi que plus de 51 000 articles de chicha en périphérie de la capitale nigérienne. Et l'opération a eu lieu ce vendredi 11 octobre 2024. Et selon les autorités, cette mesure vise à protéger la santé des populations, notamment celle des jeunes, face aux dangers que représentent ces substances. Il faut souligner que ces produits avaient été saisis au cours de plusieurs opérations de contrôle exercées par les différentes unités douanières de Niamey tout au long de l'année 2024. En RDC, on s'intéresse au conflit dans l'est du pays. Un nouveau round de discussion doit avoir lieu ce samedi 12 octobre sous la médiation de l'Angola pour tenter de trouver une solution à la violence dans l'est de la République démocratique du Congo où l'armée congolaise et ses alliés se battent contre les rebelles du M23. Il s'agit de la 5e rencontre de ce type depuis le début de l'année alors que des blocages persistent entre les deux pays. Le principal point de blocage qui perdure à ce stade concerne la chronologie du plan de désengagement des forces en présence
dans l'est de la République démocratique du Congo. Merci, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi de bout en bout. On a parlé notamment dans ce journal des acteurs de la filière ANACAD du Bénin qui sont désormais réunis au sein d'une interprofession mise en place ce jeudi 10 octobre à la faveur d'une assise déroulée à Cotonou. Rencontre tenue en présence du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche Gaston Kossi-Dossoui. Le point de cette rencontre vous a été servi. Pendant ce temps, descente de Inoussa Chabizime, le maire de Parakou, à l'orphelinat Saint-Jean-Eudes de Guéman, l'autorité a rendu visite aux pensionnaires de ce centre les bras chargés de fournitures scolaires. Objectif, permettre aux bénéficiaires de participer aux activités pédagogiques dans des conditions requises. Vous avez suivi le point de cette descente du maire. Et puis, nous nous sommes rendus dans des salles de jeu. La fréquentation de ces salles communément appelées PlayStation par les élèves, c'est un phénomène qui semble avoir la peau dure et qui perturbe les rendements scolaires. Vous avez suivi dans le reportage à nous.